de Certeau et les arts de fer. Michel de Certeau n'aimait guère à se définir ni à enfermer ce qu'il faisait dans l'une de ces catégories disciplinaires que les universitaires, comme pour se rassurer, aiment tant à revendiquer. Pourtant, dans la prise de parole, ce petit livre écrit au lendemain immédiat de l'événement et qui demeure l'une des analyses les plus aiguës de la révolution symbolique de 68, il faisait ainsi aveu de sa trajectoire. La question que me posait une expérience d'historien, de voyageur et de chrétien, je la découvre aussi dans le mouvement qui a remué le dessous du pays. L'élucider m'était une nécessité. D'une expérience à l'autre, la distance n'est pas aussi grande qu'il y pourrait paraître. Pour lui, l'histoire demeure, de toutes les sciences humaines, la plus à même, par héritage ou par programme, de représenter la différence, de mettre en scène l'altérité. Par là, elle retient quelque chose de cette quête de la parole de l'autre, qui a été la passion jusqu'à la désespérance de ces chrétiens anciens dont Michel de Certeau s'était fait l'historien. Quelque chose aussi de cette rencontre avec l'étrangeté ménagée à chaque fois par la découverte de nouveaux mondes, du Brésil à la Californie. C'est pourquoi peut-être homme de tous les savoirs, il proclamait son identité d'historien comme première, désirant lorsqu'il fut élu à l'école des hautes études en sciences sociales en 1983, appartenir au centre qui rassemble ceux qui, diversement, y font de l'histoire. Homme de beaucoup de lectures, comme l'on écrivait au XVIIe siècle, Michel de Certeau n'était pas un historien ordinaire. Le voyage lui avait fait traverser les espaces et les disciplines. Pour lui, faire œuvre d'histoire était tout ensemble soumettre à expérimentation critique les modèles forgés ailleurs, qu'ils soient sociologiques, économiques, psychologiques ou culturels, et mobiliser pour entendre le sens des signes recélés par l'archive, les compétences de sémioticiens, d'ethnologues, de psychanalystes qui étaient les siennes. Des croisements inattendus, libres, paradoxaux, entre ces savoirs maîtrisés, naît une écriture propre où les historiens de profession reconnaissent les règles du métier, superbement respectées, tout en prenant mesure de leur propre manque. Cette intelligence sans borne a parfois inquiété ou irrité les esprits trop petits pour la comprendre, et assez nombreux, pas seulement chez les historiens, mais aussi parmi eux, pour que deux institutions scientifiques françaises n'aient point voulu lui ouvrir leurs portes. Le parcours d'historien de Michel de Certeau a été dominé par une question essentielle. Comment rendre compte des paroles et des gestes d'une spiritualité située hors l'institution ecclésiale et rebelle à l'appropriation du sacré par les seuls clercs? Les premiers livres de Surfavre et Surin à la fable mystique de la possession de Loudun, au manuscrit presque achevé et bientôt publié consacré aux expériences du corps dans la mystique, son travail a profondément modifié notre compréhension du christianisme au temps des réformes religieuses. Grâce à lui, a pu être mieux perçu comment nombre de femmes et d'hommes d'entre XVIe et XVIIe siècle ont vécu et énoncé leur foi, sans lieu légitime pour la dire, dans l'errance risquée d'existence aux marges, autorisée seulement par la certitude d'entendre en eux la parole de Dieu. Poursuivi de livre en livre, cette attention à redresser les perspectives d'une histoire religieuse à trop courte vue, en marquant des distinctions mal aperçues, par exemple entre sorcellerie et possession, ou en proposant des rapprochements qui n'étaient point sans scandale, ainsi entre la parole mystique et celle de la possédée, toutes deux lieux de l'autre, toutes deux inscrites à leur manière dans un discours d'ordre théologique ou démonologique. Ces deux paroles, celle habillée et extorquée de la possession, celle dialoguée et volontaire de la mystique, sont ainsi constituées en expériences limites où peut s'observer le vacillement des partages institués par l'autorité doctrinale, la science nouvelle ou le pouvoir du prince. Rétive aux explications de tradition ou de raison, portant un surgissement de l'étrange en son mode le plus menaçant, possession et mystique mettent à l'épreuve toutes les disciplines, toutes les rationalités. De là, pour Michel de Certeau, leur valeur heuristique et la recherche de toute une vie. Celle-ci pourtant a toujours été accompagnée par d'autres projets, d'autres enquêtes. Michel de Certeau aimait le travail à plusieurs, autour d'un dossier construit et déchiffré ensemble dans la fraternité de la commune découverte. C'est ainsi qu'il aborda les récits de voyage aux Amériques du XVIe siècle et la double question qu'il porte, celle du discours sur l'étranger,
celle de l'écriture, de l'oralité, ainsi qu'il donna en 1975 avec deux amis historiens, Dominique Giulia et Jacques Revel, un livre consacré à l'enquête sur les patois de l'abbé Grégoire, ce qui était manière de travailler ces deux mêmes problèmes sur un autre matériau. Dans un monde universitaire souvent étriqué et parfois férocement individualiste, il donnait l'exemple précieux d'un enthousiasme toujours neuf, d'un inlassable désir d'apprendre, du partage généreux. L'opération historiographique. Pour comprendre comment Michel de Certeau pensait le travail historien, je ferai retour sur un de ses essais les plus cités et les plus commentés, à savoir le texte qui, sous le titre L'opération historique, ouvre le premier tome du recueil Faire de l'histoire, 1974. Publié sous la direction de Jacques Le Goff et Pierre Nora, ce même texte, avec un titre légèrement différent, L'opération historiographique, a été repris l'année suivante dans l'écriture de l'histoire, mais cette fois-ci avec sa troisième partie amputée pour des raisons de longueur, dans Faire de l'histoire est consacré à l'écriture historique elle-même. Michel de Certeau y formule une tension centrale, penser l'histoire comme une pratique scientifique. Si la science consiste en la possibilité d'établir un ensemble de règles permettant de contrôler des opérations proportionnées à la production d'objets déterminés, et dans le même temps identifier les variations de ces procédures techniques, les contraintes que lui impose l'institution de savoir où elle est produite ou encore les règles obligées de son écriture. Cette tension, maintenue dans tout le texte et qui le porte est d'abord à comprendre dans le moment historiographique où il fut écrit, deux faits majeurs le caractérisent. En premier lieu, l'interpellation épistémologique en forme de provocation, qui était le livre de Paul Veyne, Comment on écrit l'histoire, publié en 1971. Michel de Certeau lui avait consacré une note critique dans les Annales, qui relevait le plus abrupt de l'assaut. L'histoire est une activité intellectuelle qui, à travers des formes littéraires consacrées, sert à des fins de simple curiosité ou encore, en autre assertion citée, ce qu'on nomme explication n'est guère que la manière qu'a le récit de s'organiser en une intrigue compréhensible. L'opération historiographique doit se lire comme une suite donnée à ce dialogue critique, noué avec Paul Veyne, dont l'ouvrage avait fort remué les esprits historiens. S'y trouvent en effet pris en compte, mais totalement reformulés, deux des diagnostics de l'historien ex soi. L'histoire est un discours, mais un discours dont les déterminations sont à chercher, non dans les conventions perpétuées d'un genre littéraire, mais dans les pratiques déterminées par les institutions techniques d'une discipline, différentes selon les temps et les lieux, articulées par les découpages variables entre vérité et fausseté, ou par les définitions contrastées de ce qui historiquement fait preuve. Et d'autre part, si toute écriture d'histoire renvoie bien au jeu qui la produit, celui-ci est à construire moins selon le principe de curiosité, sorte d'avatar historique du principe de plaisir, qu'en fonction de la position occupée par chaque historien dans l'institution historique de son temps. Si les questions ouvertes par Veyne avaient un tel poids, c'est sans doute parce qu'elles étaient en complète rupture avec la pratique même des historiens, ou du moins des plus inventifs ou des plus favorisés d'entre eux, qui appuyaient sur l'emploi de l'ordinateur et les techniques informatiques un niveau paradigme de la scientificité historienne. Pour les historiens, le travail quantitatif mené sur des séries longues de données homogènes était pensé comme une véritable révolution. L'histoire sérielle n'est donc pas seulement ni surtout une transformation du matériau historique, c'est une révolution de la conscience historiographique. À une histoire récit bercée par le récitatif événementiel, elle substituait une histoire problème, obligée de construire son objet, d'expliciter ses hypothèses, d'avouer ses procédures. Aux incertitudes des jugements que rien ne permet de discriminer, elle opposait la rigueur du chiffre et les certitudes du scientifiquement mesurable. On comprend les enthousiasmes d'alors, l'historien de demain sera programmeur ou il ne sera plus. Mais cette mutation du travail des historiens n'était pas perçue par eux seuls. C'est sur elle qu'à l'orée des années 70, Michel Foucault adossait son projet d'analyse des discours, opposant terme à terme le travail effectif des historiens dans la grande mutation de leur discipline et la philosophie de l'histoire, cette histoire comme on n'en fait plus,
qui demeurait celle des philosophes pétris d'hégélianisme. En pratiquant l'histoire comme un usage réglé de la discontinuité pour l'analyse des séries temporelles, les historiens rompaient décisivement avec les concepts majeurs de l'histoire philosophique, postulant l'unité de l'esprit à travers ses particularisations historiques successives et nécessaires. L'opération historiographique marque partage et distance vis-à-vis de ce diagnostic. D'un côté, Michel de Certeau souligne les effets du recours aux techniques actuelles d'information qui précipitent la redéfinition du travail des historiens. Elles opèrent des tris inédits entre les sources, discriminées selon leur capacité à fournir ou non des informations sérielles, homogènes et répétées. Elles disjoignent les opérations auparavant confondues, la construction de l'objet, la collecte et l'accumulation des données, leur traitement et leur interprétation. Elles modifient la fonction même de l'histoire, devenue un laboratoire d'expérimentation épistémologique où s'éprouve la validité des modèles empruntés aux sciences sociales. Le diagnostic est donc bien net, qui reconnaît les nouvelles stratégies de la pratique historique et profile à partir d'elles une théorisation plus conforme aux possibilités offertes par les sciences de l'information. Pourtant, replacé au milieu des défenses et illustrations de l'histoire sérielle, le texte de Michel de Certeau sonne différemment. Nulle part en effet la compréhension par le nombre, appuyée sur les traitements massifs de données informatisées, n'y est constituée comme une coupure épistémologique radicale, supposée marquer l'entrée de l'histoire dans l'âge de la scientificité. L'essentiel demeure de comprendre comment un appareil inédit et des techniques nouvelles permettent réponse et questions neuves. Pour lui, les plus intéressantes que suscite l'histoire en série viennent justement de son envers, lié au surgissement du singulier, de l'exception, de l'écart. Si la compréhension historique ne s'enferme pas dans la tautologie de la légende, ou ne fut pas dans l'idéologie, elle a pour caractéristique non pas premièrement de rendre pensables des séries de données triées, bien que cela soit sa base, mais de ne jamais renoncer au rapport que ces régularités entretiennent avec des particularités qui leur échappent. Même s'il s'entend à faire marcher les machines de son temps, l'historien reste un rôdeur qui hante les marges et les marches. Pour Michel de Certeau, elles ont eu sa vie durant la figure fulgurante des expériences religieuses anciennes, situées hors l'ordinaire de l'institution. Attentif aux effets produits par le croisement entre une révolution méthodologique, celle du sériel, et une révolution technique, celle de l'ordinateur, il demeure pourtant à distance des illusions scientistes portées par les conquêtes de l'approche numérique, si fortes dans les années 60. En une époque qu'il avait quelque peu oubliée, il rappelle que si l'histoire est une institution et une pratique, elle est aussi et peut-être surtout une écriture. Il lui consacre la troisième partie de son essai, qui se trouve sans elle comme déséquilibrée et gauchie. On peut y lire deux propositions fondamentales. La première tient toute écriture historique comme un récit nécessairement construit selon des règles qui inversent les démarches même de la recherche, puisqu'elles organisent selon un ordre chronologique une démonstration close et un discours sans faille des matériaux toujours ouverts et troués. En dressant semblable constat, Michel de Certeau ouvrait la voie à toutes les réflexions qui, comme celle de Paul Ricoeur dans Temps et Récit, désignent l'appartenance de l'histoire en toutes ses formes, même les plus structurales, même les moins événementielles, au champ du narratif, parce qu'elle est narrativisation. L'histoire demeure dépendante des formules, de la mise en intrigue et des actions représentées, pour citer Aristote, et partage les lois qui fondent tous les récits, en particulier l'obligation de la succession temporelle. À bien lire l'opération historiographique, il est clair que le diagnostic porté quelques années plus tard, qui caractérise l'évolution la plus récente de l'histoire comme un retour du narratif, est largement un faux semblant. Quelle qu'elle soit, l'histoire est toujours récit, mais récit particulier puisqu'il vise à produire un savoir vrai. Le discours historique lui prétend donner un contenu vrai qui relève de la vérifiabilité, mais sous la forme d'une narration. De là tout un éventail de questions nettement formulées ou repérées par Michel de Certeau. Celle d'abord des particularités qui distinguent le récit d'histoire d'autres modes de narration à chercher dans la structure feuilletée ou clivée du texte historiographique. Parce qu'il comprend en lui-même, sous la forme de la citation, les matériaux qui le fondent et dont il rend raison, le discours historique organise de manière spécifique et ses stratégies d'accréditation, le document valant pour le réel.
et son fonctionnement rhétorique, le savoir s'écrivant dans la langue même de son objet. Question aussi des modes différentiels d'intelligibilité impliqués par le choix de telle ou telle forme de récit, puisque par exemple, la biographie permet de faire surgir la différence par rapport aux constructions globales données en forme de récit structural. La fable mystique reviendra à quelque chose de cette tension, retiendra quelque chose de cette tension pointée 8 ans auparavant, maniant les figures du sauvage qui constituent sa quatrième partie comme autant de destins en écart vis-à-vis des régularités du discours mystique. Mais l'essai de Michel de Certeau énonce aussi une autre proposition qui est comme une réponse à Hayden White, dont le livre Métahistorie date de 1973. L'histoire ne peut être tenue en effet pour une pure rhétorique ou tropologie qui en ferait une fiction semblable à d'autres fictions. Elle prétend être un discours de vérité, construisant un rapport qui se veut contrôlable à ce qu'elle pose comme son référent, en l'occurrence la réalité disparue qu'il s'agit de retrouver et comprendre. Ce qu'il faut donc penser est ce statut de vérité du discours historique, et le penser non comme une émergence du passé qui surgirait intacte à fleur d'archives, mais comme le résultat d'une mise en rapport des données découpées par l'opération de reconnaissance, de connaissance. On passe ainsi d'une réalité historique, l'histoire, ou Geschichte, reçue dans un texte à une réalité textuelle, l'historiographie ou historie, produite par une opération dont les normes sont à l'avance fixées. Le discours d'histoire est donc articulé sur un régime de vérité qui n'est ni celui de la littérature ni celui de la certitude philologique. Le contrôle des faits, pour reprendre l'expression de Momigliano, c'est-à-dire les opérations techniques renouvelables et vérifiables qui forment la critique documentaire, ne suffit pas à fonder l'histoire comme une reconstitution objective du passé, sûre de son statut de vérité. Ce que Michel de Certeau nous invite à penser est le propre de la compréhension ou de l'interprétation historique, c'est-à-dire le travail de mise en relation qui autorise à tenir cohérent, plausible, explicatif le rapport institué entre les unités construites par l'opération historique, qu'elles soient séries ou indices, et la réalité référentielle dont elles sont les traces, cette population de morts, personnages, mentalités ou prix que l'écriture historienne entend mettre en scène. Dans l'opération historiographique, Michel de Certeau ouvrait un espace inédit en un moment clé de l'évolution de la discipline, écartelé entre sa pratique des séries, gage de sa scientificité, enfin conquise, et ses caractérisations comme un genre littéraire tracé par un Barthes ou un Veyne. Déplaçant les termes de l'antinomie, il s'efforçait d'établir à quelles conditions un discours bâti selon les procédures spécifiques du travail historien peut être reçu comme dessinant adéquatement la configuration historique qu'il a construit comme son objet, ce qui suppose à l'évidence de répudier toute épistémologie de la coïncidence immédiate ou de la transparence entre le savoir et le vrai, entre le discours et le réel, mais ce qui suppose également de penser l'opération historique comme une connaissance que d'autres diront indicielle ou conjecturale, comme une opération qui est scientifique en ce qu'elle change quelque chose qui avait son statut et son rôle, ici le document, l'archive, en une autre chose qui fonctionne différemment, le texte historique. C'est parce qu'il parvient à tenir cette tension première que l'essai de Michel de Certeau formule, comme par anticipation, les termes même des débats qui, en ces dernières années, ont porté sur les paradigmes organisateurs du discours d'histoire.